Bonjour, je suis Axel Duez, je travaille chez Digital Security et donc je suis venu pour vous parler des dérives des crypto-monnaies, donc Ponzi, Scam et Botnet. Bon, je suis venu dans le coin, mais malheureusement je suis bloqué par la neige comme tout le monde, donc on va faire en visio. Donc oui, pour me présenter, moi je suis administrateur système et réseau pour Digital Security, je m'occupe de l'infrastructure interne, de la maintenance des équipements, je fais l'assistance aux utilisateurs et j'ai des centres d'intérêt particuliers pour les systèmes de téléphonie, le réseau et les crypto-monnaies et les ICO. Voilà un petit slide pour vous montrer un peu ce qui est connu pour les cryptos. Ah, je laisse un petit peu de temps pour le lire. Donc en gros, voilà. Mes amis pensent que je dépense mon argent un peu tout le temps. Ma mère pense qu'en plus ça va nulle part. On devrait tous faire énormément de calculs. Bon, les experts ils pensent qu'on fait n'importe quoi. Et moi je pense que je vais être riche, mais en fait bon. Voilà. Donc je vais vous présenter. Donc je vais commencer en fait par parler un petit peu des Ponzi. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez, donc pour vous présenter un petit peu le contexte, ça vient du nom de Charles Ponzi, qui est, euh, qui est le premier qui en a fait en 1920. En fait, le Ponzi, on parle d'un système pyramidal de Ponzi. Le principe, c'est que les investissements et les retours sur investissement des premiers financeurs sont payés par les prochains. Donc, ça fonctionne avec un système de parrainage où, en fait, à chaque nouvel arrivant paye les revenus des anciens. Et donc, lui, il est très connu pour la Formule 31, pour les concours-réponses internationaux, et qui était utilisé dans le monde pour permettre aux gens de répondre, quel que soit le pays. Bernard Madoff aussi très connu pour l'avoir fait pendant plus de 20 ans et pour avoir atteint une pyramide, un système pyramidal qui est évalué aujourd'hui à 64,8 milliards. Donc maintenant, en général, ça se finit plutôt mal pour tout le monde. Donc tant que ça dure, tout le monde est très. Il y a beaucoup de gens qui sont assez riches et qui vivent bien. Et à la fin, ceux qui étaient les chefs d'orchestre finissent en prison, et puis ceux qui sont au bas de la pyramide, euh, plus d'argent. Donc après, je voulais aussi vous parler des ICO. Donc on en parle beaucoup, ça s'appelle les Initial Coin Offering. C'est ce qui se développe beaucoup sur les crypto-monnaies. Sans doute, vous en avez entendu parler ce matin. Il y en a eu 900 en 2007, 902 exactement. Et c'est le nouveau moyen de financement des entreprises. Donc ils décident de délivrer des jetons. Et ces jetons sont ensuite permettre de payer les services de l'entreprise pour plus tard. Donc, l'Initial Coin Offering, c'est leur premier appel de fonds et ça leur permettra plus. Et ils disent que donc avec les jetons qui vont être délivrés, ils vont pouvoir ils vont pouvoir financer leurs services et puis vous, les jetons que vous aurez eu en participant, vous permettra d'avoir ces services ou d'avoir un revenu. C'est une forme d'action sans pouvoir de décision. Sur les 902 qu'il y a eu en 2007, il y en a 142 où ils n'ont pas eu le financement minimum pour que ça parte. Il y en a 276 où on n'entend plus du tout parler des propriétaires et donc on ne sait pas s'ils sont partis avec l'argent ou si ou si juste ils sont trop occupés. Et puis il y en a 113 qui communiquent plus du tout. Du coup, en fait, on en a plus que 31% des 900 qui sont encore actifs. Alors, sachant que bon, il y a tous les prix, hein, mais il y a des ICO qui montent à plusieurs centaines de millions de dollars, comme il y en a qui décollent pas du tout. Euh, donc, du coup, pour commencer, je voulais parler d'un exemple qui est de pyramide de Ponzi qui est connu, qui était BitConnect. BitConnect, le principe, enfin, les gens pensent que c'est une pyramide de Ponzi, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'aveu particulier. Le principe était d'avoir un système de partenariat où chaque personne
qui ramenait quelqu'un d'autre avait un pourcentage de tout de tous les gains derrière. Donc, si vous rameniez quelqu'un, vous aviez 7%. Si cette personne ramenait quelqu'un d'autre, vous aviez 3% de la nouvelle personne, etc. Et comme sur la figure. Donc, BitConnect, c'est une place de marché, donc ça permettait de faire des échanges de crypto-monnaies. Ça permet toujours, elle existe toujours, hein, et ça permettait surtout après de prêter de l'argent. Donc, ils appelaient, enfin, c'est le lending, c'est le prêt. Donc, on finançait on mettait des milliers de dollars et puis ça garantissait donc une rentabilité de 1% par jour, ce qui est énorme. Ça fait à peu près 30% par mois. C'était génial. Et eux, ils disaient donc jusqu'à 40%. Mais le principe de base, c'est que par contre, vous aviez un certain nombre de jours avant de pouvoir récupérer votre argent. Donc votre argent était bloqué chez BitConnect. Ce qui s'est passé, c'est qu'en BitConnect, donc ils avaient lancé leur propre monnaie. Et c'était cette monnaie qui était utilisée pour tout ce qui est prêt d'argent. Et cette monnaie avait beaucoup évolué et est évaluée à 300 $ le BCC. Et ce qui se passe, c'est que le 1er janvier, on était à 430 $ pour un BCC. 15 janvier, on était à 300 $. Et puis en 3 jours, ça s'est effondré, c'est tombé à 10 $ et aujourd'hui, c'est à 3 $. Pourquoi ça s'est effondré? C'est parce que BitConnect a décidé d'arrêter, de changer de système de référencement et de pyramide. Et aussi, ils ont reçu 2 cease and desist de la Texas Caroline North, qui sont des appellations à comparaître, qui référaient les gens qui demandaient à récupérer, donc à arrêter leur site et ce qu'ils faisaient. Donc, de 2 États américains, et puis du coup, leur popularité aussi était grandement en baisse parce qu'il y avait de plus en plus de gens qui disaient que sur Internet, que c'était une pyramide de Ponzi, que c'était pas maintenable et que ça allait s'effondrer. Ce qui s'est passé. Donc, du coup, tant qu'on était aux 300, ça allait, mais tous ceux qui n'ont pas retiré leur argent après la grosse chute, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent. Il y a un autre Ponzi qui était quand même qui était assez drôle, c'est qu'il a été construit comme une blague parce qu'il s'appelait carrément le Ponzi Coin, et qui était un scam assumé. C'est-à-dire qu'ils ont dit on est un Ponzi, il n'y a rien derrière, et tout votre argent va permettre de récupérer, c'est que les financements des autres. En tout, ils ont réussi à lever 250 000 $. Et on ne sait pas trop ce qui est devenu cet argent parce que ceux qui sont arrivés à la fin sont partis. Le principal actionnaire a dit que c'était une blague et qu'il ne l'a pas gardé, mais du coup, il y a quand même une grande chance qu'il ait gardé en assumant totalement le fait. Un dernier exemple aussi, on ne sait pas aussi où on s'en est, c'est le TTR, qui est utilisé principalement sur Bitfinex. Le TTR, c'est une crypto-monnaie qui est basée sur le dollar. L'objectif, c'était d'avoir une crypto-monnaie qui a une valeur stable, comme le dollar, qui est la monnaie la plus stable, et où on avait qui avait l'avantage des crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'elle était plus fluide, on avait les smart contracts et c'était beaucoup plus facile. Alors la spécificité de tout ça, c'est que eux, ils ont monté très très vite et aujourd'hui, il y a 2 milliards de Tether. Alors là où il y a 6 mois, ils étaient à 40 millions, comme ça. Et donc ça a évolué très vite. Du coup, les gens se demandent, est-ce que l'entreprise Tether qui a tout ça a vraiment les liquidités correspondantes? Donc, ils sont visés en ce moment par la CFTC, donc Future Trading Commission, pour justement parce qu'ils n'ont pas, ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas fait d'audit, et du coup les gens se demandent, et donc on leur demande d'être transparents sur leurs fonds et de vérifier que ça. Donc ça peut avoir un gros impact sur tout le monde des crypto-monnaies parce que potentiellement ces 2 milliards ne valent rien. Donc les crypto-monnaies, c'est aussi
le milieu où il peut y avoir beaucoup de jeux et de paris. Et depuis le novembre, il y a de plus en plus de jeux un petit peu de collection, de revente qui se sont développés, et dont le plus emblématique, c'est les CryptoKitties, où c'était de l'achat et vente, enfin c'est toujours de l'achat et vente de chatons virtuels sur la blockchain. Donc vous aurez vu un petit peu sur tous mes slides, chaque chaton correspond à un smart contract, et, et donc ça a été, quand c'est vraiment sorti, ça occupait 15% de la chaîne Ethereum, et ça l'encombrait presque. Donc ça a été assez impressionnant. Il faut savoir que ça représente des millions d'euros, et que, enfin, en équivalent Ether, de millions de dollars, et qu'il y a plus de 10 chatons qui ont été vendus plus de 10 000 dollars. Donc c'était assez impressionnant, sachant qu'ils se reproduisent et qu'ils peuvent se faire pas mal. Dans le même genre, on avait aussi les crypto countries. On a ça, et donc c'est assez intéressant parce que c'est l'achat de cartes qui représentent des pays. On peut les acheter un peu partout, mais c'est carrément écrit quand on achète un pays que, a priori, le prochain prix de revente se fera au moins 15% plus cher. Donc c'est aussi assumer que le seul objectif, c'est d'acheter pour revendre, pour gagner un peu d'argent. Sachant que c'est toujours pareil avec ces systèmes, c'est le dernier arrivé qui a perdu, quoi. Tant que ça marche, tout va bien. Un autre exemple qui est aussi très connu, c'est les crypto celebrities, où c'est des cartes. Donc, par exemple, on peut acheter Donald Trump ou Vitalik pour 150 Ethers, et espérer le revendre. Donc maintenant, c'est devenu des sommes tellement importantes qu'on peut l'acheter en groupe pour avoir des parts de la revente qui va se faire après. Dernier point que je voulais aborder, c'était les botnets qui se développent de plus en plus dans le monde des crypto-monnaies. En fait, ils utilisaient les botnets pour aller miner sur les ordinateurs des gens. Donc, ce qu'il y a en ce moment, c'est les botnets de navigateurs. Donc, ils utilisent les pubs qui sont passées dans les sites de streaming, tous les sites un petit peu où il y a beaucoup de pubs. Et ils font du calcul distribué par du code injecté dans les navigateurs. Donc, du coup, on encourage fortement les gens à utiliser des bloqueurs de publicité pour éviter qu'on utilise leurs ressources. Un autre exemple de botnet, c'était par exemple Sumo Minru, qui a utilisé une faille Windows, donc Eternal Blue, et une faille sur MSMB. Et eux, ils ont eu plus de 500 000 ordinateurs infectés, d'après les derniers chiffres de début février. Et ils se font à peu près 24 Monero par jour. Donc, ils utilisent cette monnaie parce que ça leur permet de changer d'adresse assez facilement. Et j'ai lu quelques articles où ils sont très réactifs, ça leur permet de bouger souvent. Et puis, donc, pour le moment, ils en sont entre 2,8 et 3,6 millions d'euros de dollars depuis début février. Donc, a priori, c'est toujours en cours. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui ne patchent pas leur système et qui, actuellement, minent pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc j'étais assez vite. Un petit rappel pour la fin, c'est que maintenant, on en voit beaucoup avec les jeux. On a toujours tendance à vouloir essayer un petit peu. Donc, il ne faut pas oublier qu'il faut que tout investissement, c'est de l'argent qu'on est prêt à perdre. On voit beaucoup de témoignages de gens qui ont fait des prêts, etc., et qui ont tout perdu. Et il faut toujours se renseigner sur les projets, sur les actualités, multiplier les sites de référence et les personnes pour être sûr qu'il y a vraiment quelqu'un derrière. Et puis, si vous voulez vraiment vous amuser, utilisez le testnet, c'est fait pour ça, pour se familiariser avec tout, et puis ça va vite perdre. J'espère que ça vous a intéressé. Merci. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Oui, bonjour. Alors. Ok, bon, très bien. Merci. Au revoir.